Bien le bonjour. Dans les précédentes vidéos, on a vu comment créer un groupe et comment créer un antagoniste. Ok, bon, mais il faut bien les inscrire dans un univers, non? Alors que ce soit pour un roman, un jeu vidéo, un jeu de rôle ou même un jeu de plateau ou de société, comment faire? Existe-t-il une méthode pour y parvenir? En fait, il n'y a pas vraiment de formule mathématique, mais comme toute chose, on peut y mettre un peu d'organisation, un fil conducteur et au final dérouler des étapes qui vont nous permettre de parvenir à nos fins. Sur le même principe, et dans les épisodes précédents, j'avais évoqué le parcours du héros, qui, loin d'être une procédure de création d'histoire, analysait cependant des grandes étapes présentes dans tout bon récit. Ce que je vous propose ici, c'est une petite méthode, voilà, quelques étapes par lesquelles, à mon sens, il faut passer pour pouvoir créer un univers cohérent. Bien évidemment, il peut y en avoir plus, mais j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y en avoir moins. Première étape, l'initialisation. Chacun sa méthode, mais une phrase peut suffire, c'est pas la peine d'en rajouter. Faites un pas après l'autre. Vous avez peut-être déjà tout un univers en tête, mais si vous avez envie d'en créer une histoire, un personnage et que l'univers reste un peu flou, cette simple phrase peut suffire pour les premiers pas. Cette phrase, personnellement, je la commence par « et si ». Il faut dire que j'ai une grosse culture des séries Marvel, notamment des What If, qui sont en fait des parodies, pastiches qui tenaient sur quelques cases, voire sur une page ou deux. Certains épisodes ont fait l'objet de récits plus importants, et je soupçonne la série Les Exilés, une série dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, d'avoir comme origine les « et si ». Et on peut faire ce jeu à partir des univers que vous connaissez sûrement. Et si les androïdes vivaient parmi nous, donnerait Blade Runner. Et si les radiations nous donnaient des pouvoirs, ça donnerait Hulk ou Spider-Man. Et si les mutations génétiques nous donnaient des pouvoirs, ça donnerait les X-Men. Et si les elfes, les orques ou autres dragons vivaient parmi nous, voire dans un futur proche, ça pourrait donner Shadowrun, le jeu de rôle. Ou Bright, qui est inspiré de Shadowrun. Clairement. Et si les dieux grecs avaient migré sur notre planète, donnerait Blasphème. Et si la loi de Murphy était une loi physique, le monde de Murphy. Et si les magiciens vivaient parmi nous, Harry Potter. Bref, vous avez compris le concept. Avec à chaque fois comme fil conducteur, le fait d'apporter quelque chose, de créer une originalité. Peut-être que ces méthodes ne vous conviendra pas, alors pour généraliser, disons que vous devez tenter de changer un élément par rapport à notre monde réel. Allez-y, étape par étape. À partir de là va commencer le boulot, le vrai, le dur, le plus gros, le plus long. Seconde étape, fixer et respecter la diégèse. Ouais, mais du coup, c'est quoi la diégèse? La diégèse, c'est un terme formalisé par Étienne Souriau en 1951 dans un article intitulé « La structure de l'univers filmique et le vocabulaire de la filmologie ». En fait, ce mot a deux sens, mais dans celui qui nous intéresse, la diégèse est tout ce qui est censé se passer selon la fiction que présente l'œuvre. Tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie. Vous avez tout à fait le droit d'imaginer un univers fait de gens en barbe à papa. Mais s'il pleut, et a fortiori de l'eau, il faut gérer le cas, et juste dire qu'il pleut et que les gens sont mouillés est insuffisant. Car ils ne sont pas mouillés, ils sont dissous, donc sûrement morts, ou alors ils deviennent autre chose, se transforment, enfin je ne sais quoi. Citons le mauvais exemple le plus connu, et quand je dis mauvais exemple, je veux dire exemple d'œuvre qui n'en a rien à branler de rien de sa diégèse. Highlander. Heather, please. Highlander 1 explique qu'il existe des immortels, qui ne vieillissent pas, ne peuvent tomber malades et ne peuvent avoir d'enfants, et que le seul moyen de les tuer c'est de leur couper la tête. À la fin il ne doit en rester qu'un, qui redeviendra mortel. Bon, on se demande un peu pourquoi les mecs se battent du coup, c'est poétique, le fait de vieillir avec son temps, l'envie d'avoir une descendance, mais se battre à mort pour que le vainqueur ait le droit de mourir, ça reste discutable. Surtout que dans l'eau, il y a des salopards qui veulent certainement pas procréer. Donc déjà, tu sens le truc un peu bancal, mais ça reste largement justifiable philosophiquement en tout cas. À la fin du film, il n'en reste qu'un. Il redevient mortel et on le voit très bien car lors du second volet, l'ami Christophe vieillit. Donc la diégèse dit que plus aucun immortel n'est présent. Sauf que si. Sauf que Sean Connery ressuscite par le pouvoir du crâne ancestral ou un truc dans le style, et qu'en fait les immortels sont des aliens débarqués sur Terre en 1500, alors que Sean était déjà présent sur Terre depuis l'Antiquité. Et presque pire, Highlander 3 nous apprend qu'il restait bien des immortels sur Terre depuis l'époque médiévale, enfermés dans une grotte. Donc même en occultant le second volet, Connor n'aurait jamais dû redevenir mortel, et je vous parle même pas de la série télé. Tout ça pour dire, respectez votre univers, quitte à créer des portes de sortie ou à ne pas répondre à toutes les questions.
D'ailleurs, petit aparté, ne répondez pas à toutes les questions. Mais c'est chiant. Et si vous devez créer un événement qui contredit la diégèse, comme une suite par exemple, trouvez une raison acceptable. Troisième étape, votre univers a une histoire. À moins que votre création ne serve à compter le Big Bang, celle-ci prend vie à un instant T. L'après-instant T, c'est l'histoire que vous allez narrer, mais n'oubliez pas l'avant-instant T. Et pour arriver à ce maintenant, il y a eu des causes qui ont engendré des conséquences, qui ont elles-mêmes engendré d'autres conséquences, etc., etc., etc. Je vous demande pas d'écrire 2000, 5000, 10 000, 20 000 ans d'histoire, mais de réfléchir, de poser les très grandes lignes, pour pouvoir creuser celles intéressantes dans le récit. Et puis en plus, ça vous permettra peut-être de trouver une porte de sortie qui pourra éventuellement justifier une suite ou je ne sais quoi. De cette histoire surgiront des nations, des peuples, les races féeriques, divines ou extraterrestres, bref, tout ce que vous avez envie de mettre dans votre tambouille. Et un début de géographie. Profitez-en pour finaliser votre carte du monde. Si vous oubliez complètement cette étape, votre auditoire va, inconsciemment ou non, sentir un manque de profondeur. Au cinéma, lorsque c'est le cas, on a entre 2 et 8 minutes de narration voix off sur survol au drone d'une ville, avec un cut toutes les 5 secondes pour nous résumer ce qui nous amène ici et maintenant. Quatrième étape, limitez les intervenants. Allez-y doucement sur le nombre de races, de peuples, de nations, et pour votre récit, le nombre de personnages. C'est un peu ce que j'appellerais l'effet Game of Thrones. À moins d'être un fan invétéré, on se perd un peu dans les personnages et leurs noms. J'ai à titre personnel créé il y a des années un jeu de rôle avec 18 races. Même si c'était amusant à faire et que j'ai réussi à les intégrer au monde en leur donnant une culture, il s'avère que les joueurs et personnages successifs que j'ai eus tournaient sur à peine 6 races. Et que dans mon roman, tiré du jeu, j'en ai utilisé à peine 10. Même si j'ai fait en sorte de faire mention de toutes. Donner du choix ou l'impression du choix est important, car il donne naturellement un sentiment de profondeur, et il y a une barrière. Dans le film Split, le personnage incarné par James McAvoy a 23 personnalités. Le film est impressionnant et donne l'impression que le spectacle va être inédit, mais dans le film, à peine la moitié sont montrés ou évoqués. Ce qui est déjà impressionnant, hein. Mais on peut avoir l'impression que le récit fait dans l'esbrouf pour au final pas grand chose. Ça coûtait pas grand chose de dire qu'il y en avait 12, 13 personnalités, ce qui était déjà énorme, et d'en montrer 10, 11, ou peut-être toutes pour le coup. En revenant un peu en arrière, je me rends compte que le fait d'avoir créé autant de races dans mon jeu de rôle, ça avait un côté un peu naïf, un peu enfantin. Et surtout qu'il a fallu gérer les relations politiques après entre toutes les nations. Cinquième étape, éviter les clichés et le manichéisme. Alors on va faire un peu du hors-piste avec celui-là, car il touche plus au récit qu'à la création de votre univers. Mais le manichéisme n'existe pas. Et surtout, vous n'en tirerez aucun récit réellement intéressant. Sauf si votre propos est effectivement de traiter du sujet du manichéisme. Bon. Mais là on est sur un cas très particulier quand même, on va pas se mentir. Quant au cliché, il faut faire le distinguo entre hommage, parodie et cliché. Toutes les œuvres s'inspirent des autres, et ce, sans tenir compte du média. Donc ne vous mettez pas martel en tête si 10% de votre création s'inspire un peu trop d'une autre, du moins à votre goût. Sachez y mettre une frontière, et ne pas tomber dans la parodie si vous voulez juste rendre hommage. Et concernant les clichés, je reviendrai vers ce que j'ai déjà dit pour les antagonistes. Un méchant n'a pas conscience de l'être, à moins d'être un psychopathe dernier degré, les gens ont le sentiment d'en faire pour le mieux. Et c'est bien là le problème. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Un dictateur est persuadé que sans lui, sa nation périclitera. Un personnage n'arrive jamais en criant « Haha, je suis le méchant !» Enfin, sauf dans les dessins animés premier âge, et encore. Et surtout dans des récits très naïfs. Coyote a faim, le Joker trouve la société ennuyante, Palpatine veut sauver la République du déclin et de l'ordre des Jedi qui trouve apathique, Magneto veut sauver les mutants. Bon, tous n'ont pas des buts aussi nobles que ce dernier, mais en l'enfant intérieur, ils sont souvent sûrs d'œuvrer pour le bien. Même si ce bien est un dieu du chaos et qui demande l'éradication des petites fleurs toutes mignonnes et des elfes en collant. Du coup, pour généraliser ce point-là, arrêtez de créer des races de nains bourrus et bourrés du soir au matin, des races aliens insectoïdes, ou des super-héros beaux gosses et surpuissants mais totalement losers. Bref, j'espère avoir fait le tour de la question, certains des points traités mériteraient un approfondissement, voire un exposé à eux seuls. En attendant, créez bien.